Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir 5 conseils pour éviter les déchirures et les épisiotomies. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, je vous parle de la préparation à la naissance et plus précisément naturelle, physiologique en maternité si c'est ce que vous souhaitez ou au moins de retarder la péridurale le plus tard possible. Je pense qu'on est toutes pareilles, on a peur de déchirer et on n'a pas envie d'une épisiotomie. Et surtout sans consentement. Donc dans cet épisode, on va voir ce qu'on peut faire pour réduire le risque des déchirures graves et augmenter vos chances d'éviter une épisiotomie. Toutes les informations dont je vais vous parler aujourd'hui, vous pouvez les retrouver dans les cartes pratiques de l'accouchement. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Vous avez le lien en description si vous voulez aller en savoir plus et laissez votre email pour être informé du lancement de la campagne de prévente. Donc il y a une carte sur l'épisiotomie et il y a une carte sur les déchirures. Donc avant tout, je tiens à vous informer que les déchirures grade 1 et 2, qui sont un peu plus superficielles, sont assez communes. C'est quelque chose qui arrive souvent. Ces déchirures-là, c'est souvent juste sur la muqueuse ou les muscles du périnée. Elles se cicatrisent souvent très bien, parfois même pas de points à faire, et elles se guérissent assez rapidement. On va peut-être sentir un petit peu des picotements pendant les quelques jours après l'accouchement, et puis ça va s'estomper assez rapidement. Normalement, il n'y a pas de complications avec les déchirures de grade 1 et 2 qui sont très communes. Et s'il y a besoin de points de suture, il n'y a pas de panique. Si vous n'avez pas de péridurale, on vous fera une anesthésie locale. C'est par exemple ce que j'ai vécu. J'ai rien senti et ça a été une anesthésie locale après l'accouchement que j'avais fait sans péridurale. Ensuite, il y a les déchirures plus graves, donc on appelle grade 3 et 4. Donc là, ça va aller jusqu'à l'anus, voire jusqu'au sphincter anal. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. On peut tout déchirer en fait entre le vagin et l'anus. Là, c'est des déchirures qui sont plus compliquées et qui vont nécessiter plus de travail de la part des soignants. Après, ces déchirures, elles restent très rares quand même, il faut le dire. C'est vraiment pas les plus communes. Dans l'enquête périnatale 2021, ils ont montré le pourcentage de déchirures pour les accouchements voix basse. Il y a quand même 40% de femmes qui n'ont pas de déchirures. Et il y a 59% de déchirures superficielles, donc celles que je vous ai dit les plus communes, et il y a seulement 1% de déchirures graves. Donc si ça peut vous rassurer, voilà, ça reste assez rare. Je tenais aussi à dire que c'est pas précisé si en fait il y avait eu des épisiotomies en fait avec ces déchirures-là, ou c'était simplement juste des déchirures naturelles. Mais en tout cas, voilà, c'est des déchirures graves qui restent assez rares, mais on va quand même voir comment les éviter. Et potentiellement, si on peut éviter celle-là, on pourrait peut-être éviter aussi les déchirures plus superficielles et pourquoi pas être dans ces 40% de femmes qui n'ont rien du tout, pas de déchirures. Et je précise que c'était bien par rapport aux accouchements voix basse, les césariennes ne font pas partie évidemment de ce pourcentage-là, parce qu'on imagine qu'elles n'ont pas de déchirure non plus, mais elles ne font pas partie de ces 40%. Donc 5 conseils pour éviter les déchirures graves. Donc le premier conseil, c'est de travailler ses muscles pelviens. Donc vous savez comment on retient en fait d'aller aux toilettes. C'est une chose que quand on arrive à la fin de la grossesse, qu'on tousse ou qu'on éternue, voilà, des fois on se fait pipi dessus. Donc c'est d'apprendre à travailler ces muscles-là, mais surtout d'apprendre à les relaxer. Donc pour pouvoir éviter de tout contracter quand le bébé est là et qu'on essaie de le faire sortir, de relâcher tous ces muscles-là. Donc c'est à ça vraiment, dans cet esprit-là, de faire ces exercices de Kegel, je sais même pas comment on prononce ça, de ces exercices-là pelviens pour surtout savoir quelle est la sensation de je relaxe mes muscles pelviens. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'éviter la poussée dirigée. Donc ça, parfois, c'est vraiment compliqué en maternité. Il y a tout le monde qui nous hurle dessus. Poussez, 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 poussez. Donc ça, c'est soit de demander que tout le monde se taise et que si vous n'avez pas de péridurale, vous allez très bien sentir votre contraction venir. Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous dise de pousser. Si vous avez une péridurale, peut-être que vous avez besoin d'un peu plus d'aide. Mais en tout cas, voilà, sans péridurale, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise de pousser. Donc c'est soit vous vous mettez dans votre bulle et vous faites abstraction de ce qu'on vous dit autour,
ou alors vous demandez tout simplement que vous voulez que ce soit qu'on se taise en fait et qu'on ne vous aide pas à pousser en vous disant quand pousser parce que vous savez quand pousser, et plutôt d'utiliser vos abdominaux. Donc il y a une carte aussi sur ça, sur la respiration, mais de pousser la respiration vers le bas, vers les abdos, au lieu de pousser vraiment avec son périnée et de forcer tout ça. Ça peut aussi faire sortir des hémorroïdes, soi-disant passant. Ensuite, il y a le troisième conseil, c'est de se reposer entre les contractions et l'envie de pousser, et voilà, de surtout relaxer son périnée à ce moment-là. Donc le bébé, oui, va faire un petit peu de va-et-vient, donc à la contraction il va venir et puis après la contraction s'arrête et il peut y avoir partir, c'est normal. Est-ce que parfois c'est mieux de pousser son bébé en 2-3 poussées de plus, mais en évitant de se déchirer, ou alors de vouloir tout pousser et peut-être voilà de déchirer un peu plus que ce qui aurait dû se passer. À vous de voir au moment précis. Je sais que quand on a le bébé qui est là entre les jambes, tout ce qu'on a envie c'est de pousser sans s'arrêter. Si vous arrivez à la capacité voilà de vraiment de prendre tout comme le travail, chaque contraction l'une après l'autre, encore à ce moment-là d'essayer de prendre cette contraction, le bébé sort un petit peu, on se repose, on relâche son périnée, prochaine contraction, on aide son corps, etc. Ensuite, le conseil numéro 4, c'est de favoriser les positions qui utilisent la gravité. Donc, évidemment, on évite allongé sur le dos, pied dans les étriers, si possible. À la limite, de se mettre sur le côté, c'est peut-être plus adéquat. Si c'est vraiment la fin que le bébé est là, de coller ses genoux et d'espacer ses chevilles. C'est vraiment pour ouvrir le bassin. Et on évite quand même la position en squat qui peut favoriser quand même des déchirures, justement parce que un peu tout est tendu en fait. On évite quand même ce genre de position, sauf si on est sur un siège d'accouchement, donc fait exprès, où là on va pouvoir se reposer, on va pas avoir tout qui est tendu parce que on est soutenu. Et enfin, le 5e conseil, c'est de refuser l'épisiotomie parce que ça a tendance à favoriser les déchirures graves. Donc, il y a l'enquête périnatale qui a montré qu'il y a une forte baisse des épisiotomies. Donc, ça, c'est bien. Mais il n'y a pas pour autant une augmentation des déchirures sévères, mais seulement une augmentation des déchirures moins graves, donc de grade 1 et 2, comme je vous en parlais, des déchirures qui sont très communes et qui se cicatrisent très bien. À la base, on avait ces épisiotomies pour éviter d'avoir des déchirures graves, et en fait, on se rend compte que ça ne les évite pas, et que les femmes, quand elles sont laissées tranquilles, elles ont seulement des petites déchirures qui sont très soutenables et très vite guéries. Les épisiotomies sont de moins en moins pratiquées parce que les femmes ne veulent plus subir ça. C'est vraiment à la demande des femmes, donc vous voyez, si on a des demandes, au fur et à mesure les choses vont avancer. Donc il faut vraiment qu'on n'hésite pas à se mobiliser quand on a des demandes, à vraiment les faire valoir parce que les choses changent. Donc quand je dis que les épisiotomies ont tendance à favoriser les déchirures graves, il suffit de visualiser, de penser à quand on veut déchirer un tissu. Souvent, si vous faites de la couture ou même pas, si vous voulez faire des chiffons, on va mettre un coup de ciseau et après on va déchirer le tissu pour aller plus vite. Et en fait, c'est un petit peu la même chose avec certaines, pas toutes les épisiotomies, mais avec certaines épisiotomies, ça peut être la même chose. Ensuite, une épisiotomie, c'est aussi un coup franc et droit, alors que quand on se déchire, en fait, les muscles s'entrelacent, donc les muscles vont se déchirer comme ça, donc on va avoir plus de facilité à se remettre ensemble, alors que quand on coupe droit, ils vont avoir un petit peu plus de difficulté à cicatriser. C'est pour ça que les épisiotomies peuvent être plus douloureuses. Il y a des femmes qui ont mal des mois plus tard, presque des années parfois, qui ont mal pendant les rapports et qui ont du mal à cicatriser cette épisiotomie. Mais soyez honnête, je pense pas que beaucoup d'entre vous ont envie de vivre une épisiotomie. En fait, j'ai un peu du mal à parler des côtés négatifs de l'épisiotomie pour que vous puissiez faire un choix éclairé, parce que de toute façon, en fait, personne ne veut d'épisiotomie, faut être honnête. Mais en même temps, en fait, toutes les femmes qui les ont reçues sans consentement. Il y a beaucoup de mamans, mais même aujourd'hui, moi
Je vous parle de femmes de la génération d'avant, mais aussi de femmes aujourd'hui. En fait, la plupart ont su après, quand on leur fait des points et qu'elles demandent mais j'ai déchiré, bah non, vous avez fait une épisiotomie. Donc ça, c'est pas normal qu'on fasse des choses sans consentement, surtout des choses comme ça. Ça va impacter en fait la vie d'une femme par la suite, pas toutes, encore une fois, il y a des femmes pour qui ça va aller et il y a des femmes pour qui ça va être compliqué. Et il y a des femmes qui ont eu la chance de pouvoir accepter ou refuser une épisiotomie, mais ça reste quand même assez rare qu'on demande le consentement des femmes à ce sujet. Donc moi j'aimerais que vous fassiez un choix éclairé en vous donnant les points négatifs, positifs, j'en ai pas trouvé, mais principalement pour que vous puissiez faire un choix éclairé, mais sauf que vous n'avez pas l'opportunité de faire le choix. Même l'enquête périnatale de 2021 a montré que c'est l'une des interventions médicales qui est le moins demandée aux femmes, qui est donc le moins consenti. Il y a quand même 51,8% des femmes qui déclarent que leur accord n'a pas été demandé pour la faire. Juste pour l'épisiotomie, il y a d'autres choses, mais ça c'est en top de liste, c'est l'épisiotomie. 51,8% des femmes, on ne leur a pas demandé leur avis, donc c'est énorme, c'est beaucoup trop. Donc c'est toujours là où j'ai un peu un problème d'en parler, et j'en avais fait une newsletter d'ailleurs, parce que j'étais en train d'écrire pour mon livre, et après je me dis, mais en fait, toutes les femmes qui les ont vécues, elles n'ont pas pu faire le choix, parce que ça a été fait sans consentement. Donc est-ce que parler de l'épisiotomie a une place dans mon livre qui est justement vraiment un guide pratique pour pouvoir bien vivre son accouchement, et je me dis est-ce que ça a sa place, parce que je vous propose de faire un choix éclairé mais en fait vous n'avez pas le choix. Il y en avait une de vous qui m'avait répondu et qui m'avait dit qu'elle avait eu une épisiotomie non consentie à son premier bébé et que là elle avait parlé avec sa sage-femme et qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et donc c'était super en fait d'en parler, de la présence de l'accompagnant, on va en parler juste après, et du projet de naissance, et qu'il y avait des choses à mettre en place et que c'était important que les femmes soient au courant que ça arrive. Merci à toi Noémie qui avait répondu à la newsletter. Et donc oui, en effet, il y a des choses à mettre en place, donc l'accompagnant, si il ou elle ne se sent pas d'aller voir ce qui se passe, au moins de regarder, ou si vous n'avez pas envie que cette personne regarde ce qui se passe, que au moins il regarde est-ce qu'il y a un soignant entre vos jambes, est-ce que cette personne a des outils dans les mains, et de regarder ce qu'il fait et de questionner. Il faut savoir que l'épisiotomie c'est souvent pour la facilité de l'obstétricien ou par le manque de patience, etc. C'est très 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 rare que ce soit pour le bien-être ou pour une urgence vitale de la mère. S'il y a des instruments, on n'est pas encore sûr, est-ce que c'est mieux une déchirure ou est-ce que c'est mieux une épisiotomie? On n'est pas encore sûr, l'enquête périnatale en parle. Et comme il y a aussi des variations par rapport aux régions, par exemple en Ile-de-France, c'est là où il y a le plus haut taux d'épisiotomie, c'est quelque chose à ajouter dans son projet de naissance et d'aller en discuter avec la maternité en amont, quelle est leur politique sur les épisiotomies. Est-ce qu'ils peuvent aussi vous donner les chiffres, combien est-ce qu'ils pratiquent d'épisiotomie, est-ce que c'est quelque chose qu'ils font souvent ou pas, et aussi dans quelles conditions, pourquoi est-ce qu'ils feraient une épisiotomie. Comme d'habitude, vous avez le projet de naissance à télécharger gratuitement sur mon site internet, et vous pouvez aussi regarder la vidéo où je vous partage ce que j'écrirai moi dans mon projet de naissance pour vous aider à le rédiger. Et pour l'accompagnant, vous avez aussi la checklist. Donc si vous voulez les ressources, tout est sur mon site internet et je vous mettrai les liens en description. Donc voilà, en gros, pour les déchirures, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter, et puis l'épisiotomie, un petit peu plus informé sur leur nécessité. Vous avez la carte donc numéro 24 sur l'épisiotomie et numéro 23 sur les déchirures. Donc ça, c'est les deux cartes protocole où vous avez ces informations. Si ces cartes vous intéressent, vous pouvez dans la description aller sur mon site internet et laisser votre email pour que je vous informe du lancement des préventes. J'espère que vous avez appris des choses sur les déchirures, que ça vous fait un peu moins peur. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre ressenti sur les déchirures. Est-ce que vous en avez déjà eu? Est-ce qu'elles ont bien guéri? Et est-ce que vous avez eu une épisiotomie? Est-ce qu'elle a été consentie? Comment vous l'avez vécu? N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire et à vous abonner. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un interview d'une psychologue spécialisée en périnatalité. C'est un épisode qui est vraiment super. Vous allez voir la réalité de la maternité. Je vous souhaite une super belle journée et je vous retrouve à lundi.
Bye!